Imagine-toi être à un repas de famille. Tu apprécies depuis quelques heures les conversations que tu as avec ta famille jusqu'à ce que vienne le dessert, le meilleur moment. C'est là qu'arrive un grand gâteau au chocolat et tu adores le gâteau au chocolat. Alors tu demandes une part, ta tati commence à couper une part qui te paraît trop maigre. Donc tu l'engloutis assez rapidement et tu redemandes une autre. Sauf qu'il y a un problème. Tu es interrompu par ton petit cousin qui a commencé la musculation il y a 6 mois et qui est assez formé dans les techniques d'exécution des exercices et dans l'alimentation pour pouvoir maximiser ses résultats. Alors il va te parler des effets de ce gâteau sur ta glycémie, de la science, des connaissances qu'on a à ce niveau-là, des risques qui sont associés à des aliments avec un indice glycémique élevé, qu'il faut manger des aliments sains, naturels, etc. En fait, tu connais la chanson. Et t'en as marre d'entendre ça parce que tu as envie de profiter de ton gâteau au chocolat. Alors comment faire ? Eh bien moi, je vais te donner une astuce, une faille à son argumentaire. La pomme de terre, qui est pourtant l'aliment de référence comme étant naturel, comme étant sain, possède un indice glycémique supérieur à celui du sucre en poudre. Donc vraiment le sucre qu'on ajoute dans les gâteaux par exemple. C'est justement le sujet de cet épisode. Nous allons parler des erreurs les plus communes faites vis-à-vis de l'indice glycémique. Bienvenue sur Nuance et Science, le podcast qui explore les mystères de la science et les dernières avancées médicales pour alimenter ta passion et enrichir tes connaissances. Je suis Gauthier, étudiant en médecine, et ton hôte pour cet épisode. Assure-toi de consulter la description pour accéder aux sources, découvrir les différents chapitres de l'épisode et participer à mon quiz. N'hésite pas à t'abonner et bien sûr à me laisser une évaluation de 5 étoiles si tu apprécies mon contenu. Il est possible que certains termes scientifiques que j'utilise dans cet épisode te soient un peu étrangers. Alors si c'est le cas, pas de panique, tu n'as qu'à consulter la description maintenant ou bien pendant l'épisode pour accéder aux définitions importantes que j'ai décidé d'y inclure. Alors maintenant, on rentre directement dans le vif du sujet. L'indice glycémique, qu'est-ce que c'est ? L'indice glycémique est un indicateur de la vitesse d'absorption des glucides d'un aliment, ce qui détermine directement la glycémie. Concrètement, plus un indice glycémique est élevé, plus la glycémie après l'ingestion de l'aliment sera également élevée. Cet indice glycémique dépend de beaucoup de facteurs, dont le plus important est la structure du glucide. Plus sa structure est simple, par exemple pour les monosaccharides, les disaccharides, plus l'indice glycémique sera élevé. Et inversement, plus la structure est complexe, comme par exemple les fibres alimentaires, plus la vitesse d'absorption sera basse et donc l'indice glycémique sera bas. Maintenant que le terme est bien défini, je voudrais simplement te dire que je vais, à partir de maintenant, utiliser le terme IG, les lettres IG, plutôt que de te dire directement indice glycémique. Parce que c'est un petit peu énergivore d'avoir à dire toujours ce terme assez long. Alors du coup, à partir de l'IG, on divise des aliments en 3 catégories. Les aliments à IG bas, qui sont caractérisés par un IG inférieur à 55, les aliments à IG moyen, avec un IG entre 55 et 70, et les aliments avec un IG élevé, avec un IG à plus de 70.
Alors maintenant que j'ai, on va dire, exposé le cadre, à quoi ça sert finalement cette IG? Eh bien l'IG il sert principalement aux personnes diabétiques, parce que par définition un diabétique a un problème de la régulation de sa glycémie parce qu'il n'a plus ou pas de sécrétion d'insuline dans son corps. Donc les diabétiques doivent monitorer l'effet de leur repas sur leur glycémie en prenant en compte cette IG. Mais pour toi qui m'écoutes actuellement, qui est peut-être sain, qui n'a pas de pathologie, ça a aussi un intérêt, parce que les aliments à IG élevés sont généralement associés à des risques de développer un diabète justement, de développer des maladies cardiovasculaires ou bien même certains cancers. Et puis même sans prendre en compte les maladies, le fait de manger un aliment à IG élevé peut provoquer une hypoglycémie qui est dite réactionnelle. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Quand on mange un aliment à IG élevé, c'est-à-dire que le glucose va être plus facilement accessible dans le sang, va plus facilement arriver dans le sang après digestion, eh bien le corps va compenser en sécrétant massivement de l'insuline, ce qui est normal, sauf que plus il y aura de glucose, plus il y aura de sécrétion d'insuline, à tel point que la glycémie va finir par descendre en dessous des niveaux avant le repas. Et ça va provoquer une sensation de faim et puis une fatigue. Donc en France, c'est concrètement l'effet du petit déjeuner. En France, on mange généralement du croissant, du pain, de la confiture. Et c'est vraiment le cocktail parfait pour avoir vers 11h une fringale et une fatigue à cause de cette hypoglycémie réactionnelle. Alors en France, les recommandations ne sont pas exceptionnelles parce que justement, on ne donne pas de recommandations sur la consommation en fonction de l'IG. Les seules recommandations qui ont été exposées publiquement, c'est des recommandations en termes de consommation de glucides simples et de glucides complexes. Sauf que, justement, comme je l'ai dit, c'est plus complexe que ça. L'indice glycémique n'est pas seulement influencé par la structure du glucide. Mais bon, malgré cela, tu dois sûrement connaître, grâce notamment aux réseaux sociaux, que l'IG bas est régulièrement recommandé. Comment on fait pour manger IG bas? Il est généralement recommandé de manger des aliments sains, des aliments non transformés, des légumes, des fibres, et au contraire de réduire sa consommation en produits transformés ou bien directement en sucre. Maintenant que le cadre, je pense, est bien posé, que tu as bien compris tous les concepts, je vais aborder les 5 plus grandes erreurs effectuées vis-à-vis de l'indice glycémique. La première erreur est de ne pas prendre en compte la charge glycémique. Pour pouvoir t'expliquer qu'est-ce que c'est que la charge glycémique, il faut d'abord que je te reparle un petit peu de l'indice glycémique. Alors l'indice glycémique, comment il est calculé concrètement dans les études scientifiques? On prend un aliment en question qu'on va donner à un patient et on va mesurer les variations de glycémie qu'il a après ce repas-là. On compare ces variations par rapport à celles qui sont causées par un aliment de référence. Donc l'aliment de référence, ça peut être par exemple une baguette. Sauf que une baguette et l'aliment qui est donné pour être testé, par exemple un abricot, ne contiennent pas la même quantité de glucides. Sauf que nous, ce qu'on veut étudier là avec l'indice glycémique, c'est une approche qualitative et pas quantitative. Donc on donne autant de glucides au patient qui est testé pour l'aliment donné que pour l'aliment de référence. Donc par exemple la baguette, il y a 60 grammes de glucides pour 100 grammes de baguette. Donc si on veut étudier l'indice glycémique
de l'abricot par exemple, sachant qu'il contient 10 grammes au 100 grammes, eh bien il faudra donner 600 grammes d'abricot à la personne pour étudier l'effet de l'indice glycémique. Ces valeurs sont vraiment énormes, c'est simplement pour que tu puisses mieux comprendre le concept. Mais évidemment, du coup, on va juste pas donner 100 grammes de baguette à la personne. Alors la charge glycémique, c'est justement une formule, c'est justement un concept qui prend en compte à la fois l'indice glycémique et la quantité de glucides dans l'aliment. En effet, dans la vraie vie, les aliments qu'on mange ont des quantités de glucides différentes. Donc je pense que prendre la charge glycémique comme valeur dans la vie de tous les jours est plus intéressant que de prendre la valeur de l'indice glycémique. Pour te donner un exemple vraiment concret et applicable, c'est l'exemple de la pastèque. La pastèque, elle possède un indice glycémique de 75. Donc c'est un indice glycémique élevé. Par contre, elle possède très peu de glucides. Donc certes, les glucides qualitativement font élever beaucoup la glycémie, mais il y en a en très peu de quantité, parce que la pastèque c'est principalement de l'eau. Ça va avoir comme conséquence de provoquer une charge glycémique qui est seulement de 5, donc qui est faible. Voilà pourquoi il faut prendre en compte cette charge glycémique. Donc dans la vraie vie, utiliser un indice glycémique n'est pas toujours pertinent, et il faut plutôt regarder la charge glycémique. Celle-ci permet de diviser cette fois-ci les aliments en 3 catégories également. Les aliments à charge glycémique basse, inférieure à 10, modérée entre 10 et 20, et élevée, supérieure à 20. En plus, c'est plus facile à retenir que les valeurs de l'indice glycémique. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est plutôt arbitraire, ça dépend des sources. La deuxième erreur régulièrement effectuée est le fait d'ignorer l'effet de la cuisson sur l'indice glycémique. Déjà, il faut bien comprendre que la cuisson a toujours comme impact d'augmenter l'indice glycémique. Elle est même parfois indispensable pour pouvoir juste digérer l'aliment. Ne serait-ce que pour l'exemple de la pomme de terre. Dans la pomme de terre, il y a de l'amidon, donc c'est un polysaccharide. L'amidon, dans la pomme de terre qui n'est pas cuit, il n'est pas digérable. Donc il y aura un indice glycémique très très bas parce que on peut tout simplement pas le digérer. Mais en plus de ça, les différents modes de cuisson auront un effet différent sur l'indice glycémique. Pour reprendre l'exemple de la pomme de terre, l'indice glycémique peut varier entre 23, soit un indice glycémique faible, à 111, au-delà de 100, donc au-delà du sucre, comme je l'ai dit dans mon accroche. Il faut également comprendre que l'effet de la cuisson aura une vraie importance pour les polysaccharides, et très peu pour les mono et les disaccharides, donc les sucres. De toute façon, généralement, on ne cuit pas les fruits, par exemple, qui sont, eux, composés principalement de mono ou disaccharides. Donc ici, je traite vraiment juste de l'effet de la cuisson sur les polysaccharides. Et le polysaccharide de référence, c'est l'amidon, qui est présent dans les pâtes, les pommes de terre, le riz. De manière générale, pour les pâtes et le riz, on les cuit à l'eau. La question que je traite ici concerne principalement les pommes de terre, qui sont sujettes à beaucoup plus de techniques de cuisson différentes. Donc les seules recommandations qu'on peut formuler pour le riz et les pâtes, c'est de modifier la durée de cuisson. Et là, je pense que c'est suffisamment connu que les pâtes al dente, par exemple, ont un indice glycémique plus bas que les pâtes bien cuites, quoi. Mais revenons à notre pomme de terre qui, lors de la cuisson, voit son amidon subir une réaction. Cette réaction, on l'appelle la gélatinisation. En gros, il faut imaginer que dans l'aliment, l'amidon se regroupe en petits sacs. On les appelle les granules d'amidon. Ces petits sacs
sous l'effet de la cuisson, vont gonfler et l'amidon qui est à l'intérieur va se désorganiser. Cet effet de gélatinisation est d'autant plus accentué s'il y a un mouvement mécanique. Donc si on commence à faire bouger les petites granules, si on commence à les écraser, eh bien elles vont éclater, ce qui va accentuer le processus de gélatinisation dont la finalité est de former un gel, d'où le nom de gélatinisation. Et ça va avoir comme effet d'augmenter l'indice glycémique. Il existe une réaction qui est contraire, ça s'appelle la rétrogradation. Donc ici, les petits sacs qui sont désorganisés et gonflés vont au contraire se réhydrater et se réorganiser. Et ça va avoir comme effet de réduire l'indice glycémique. Les deux phénomènes que je viens de nommer sont tous les deux dépendants de l'humidité et de la chaleur de manière inverse. La gélatinisation est favorisée par de l'humidité et de la chaleur, alors que la rétrogradation est favorisée par un environnement plus sec et froid. Donc maintenant, comment ça s'applique concrètement aux méthodes de cuisson et aux techniques après la cuisson? Eh bien, plus il y aura d'eau, plus il y aura de chaleur pour la cuisson, plus l'IG sera élevé. Concrètement, la cuisson à l'eau, la cuisson à la vapeur vont augmenter l'indice glycémique par l'intermédiaire de l'humidité et la chaleur. Alors que d'autres types de cuisson, comme la friture ou la cuisson au four, vont plutôt favoriser l'augmentation de l'indice glycémique par l'intermédiaire de la chaleur uniquement. Alors, certes, la chaleur est plus élevée pour les deux dernières techniques que j'ai mentionnées, mais l'impact de l'humidité est également important. Donc pour conclure, si on devait classer les méthodes de cuisson de la plus augmentatrice de l'indice glycémique à la moins augmentatrice, en première place, il y aurait la cuisson à l'eau, suivie d'une méthode mécanique, tout simplement faire de la purée. Là, on est vraiment sur l'indice glycémique le plus élevé. En seconde place, il y a la cuisson à l'eau simple. En troisième place, la cuisson au four, qui est à peu près équivalente à la cuisson à la poêle. Et en dernière place, la cuisson à la friture. Donc faire des frites. Alors tu remarqueras que dans ce classement, je n'ai pas mis la cuisson à la vapeur, ni le air fryer par exemple, parce que je n'ai pas trouvé d'études sur le sujet. Néanmoins, il en reste que dans les connaissances populaires, on a tendance à penser plutôt que la cuisson à la vapeur a le meilleur indice glycémique, donc le plus bas. Cependant, comme je te le dis, je n'ai pas trouvé d'études sur le sujet, donc c'est pour ça que je ne l'incorpore pas. Ensuite, comment on applique le phénomène de rétrogradation ? Eh bien, c'est simplement le fait de laisser refroidir les aliments après la cuisson, bien encore les congeler, qui va provoquer cet effet de rétrogradation et qui va réduire l'indice glycémique. Donc d'une part, un aliment mangé froid aura un indice glycémique plus faible, mais d'autre part, un aliment qui sera même réchauffé après avoir été refroidi aura également un indice glycémique plus faible. Parce que ce phénomène de rétrogradation a une part de irréversibilité. Pour te convaincre encore plus, j'ai lu dans les études que une pomme de terre pouvait passer d'un indice glycémique de 90 à 55 simplement par l'effet de la rétrogradation. Donc c'est quand même un effet notable. La troisième plus grande erreur effectuée est celle de ne pas tenir compte de la combinaison des aliments. C'est également une limite de l'indice glycémique.
le simple fait de juste additionner l'indice glycémique des différents aliments qui composent notre plat ne va pas refléter le réel effet sur la glycémie. Parce qu'en fait, il y a des phénomènes assez complexes que je ne vais pas aborder, qui fait que l'effet sur la glycémie réelle est plus faible que celui prédit par la simple addition de l'indice glycémique des différents aliments. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Le fait d'additionner un féculent, donc un aliment qui contient beaucoup de glucides, des protéines, des lipides, des fibres, eh bien ça va faire baisser l'indice glycémique global du plat. Donc c'est un élément important à prendre en compte. Plus un plat sera complet, plus l'indice glycémique réel sera bas. La quatrième erreur la plus fréquente est croire que le régime à l'indice glycémique bas est la solution à tous les problèmes. En réalité, l'indice glycémique, c'est pas non plus la panacée. Pour illustrer cela, je vais te donner plusieurs exemples. D'abord, celui du fructose. Donc le fructose, c'est un monosaccharide qui a un IG bas à 20, seulement 20. Donc c'est très peu. En plus, il est régulièrement trouvé dans les fruits, mais il est souvent aussi ajouté dans les produits transformés. Alors on se dirait que le fructose, il est super, il a un indice glycémique qui est bas, donc il faut en consommer. En plus, il est associé inconsciemment à quelque chose de bon pour la santé, soit les fruits. Mais en réalité, c'est pas tant ça. C'est pas tant vrai. Donc le problème est surtout grave chez les diabétiques, tu vas le voir tout de suite. Pourquoi ? En fait, dans le corps, déjà pourquoi le fructose induit un indice glycémique de 20 ? C'est parce qu'il se convertit minoritairement en glucose dans le foie. Ce qui provoque une augmentation de l'indice glycémique. Mais où va le reste de fructose ? Eh bien, dans ce même organe, dans le foie, le fructose se transforme en gras. Ce qui va avoir comme effet de provoquer un foie gras, donc ça provoque une maladie qu'on appelle justement la maladie du foie gras. Ça va libérer des lipides dans la circulation sanguine, ça va provoquer une résistance à l'insuline, un des problèmes des diabétiques, et puis ça peut augmenter également le risque de maladies cardiovasculaires, etc. Donc ici, je ne dis pas de ne plus consommer de fruits qui contiennent du fructose. Justement, en fait, il faut aborder la chose avec plus de nuances et avoir une vision globale, parce que les fruits apportent des bons éléments, ils apportent des vitamines, des minéraux, donc il ne faut pas supprimer ça de notre alimentation. Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'il ne faut pas supprimer le glucose, par exemple, pour manger que du fructose. C'est là qu'on va avoir des gros soucis de santé. Un autre élément pour illustrer le fait que le régime IGBA n'est pas la solution à tous les problèmes est le fait justement que adopter un régime restrictif tel expose à des risques de déficit en vitamines et en minéraux. Donc tu te dis que c'est un petit peu paradoxal parce que on nous dit souvent que les aliments qui sont riches en fibres, donc qui ont un indice glycémique faible, eh bien ils sont également riches en minéraux, riches en vitamines. Eh bien c'est vrai, mais le simple fait de adopter un régime restrictif, donc se limiter à certains types d'aliments, et ne pas avoir une alimentation variée, ça va exposer à des déficits nutritionnels. Donc certes, moins que si une personne se limitait à par exemple des aliments à IG élevé, mais il va y avoir quand même ce risque qui est encouru. Un autre exemple, pour rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que la friture avait un impact moindre sur l'indice glycémique par rapport à d'autres types de cuisson tels que la cuisson vapeur. Eh bien ça, c'est sans prendre en considération que la friture provoque la création de composés toxiques dans la cuisson
qui va avoir des effets néfastes pour ta santé, par exemple, augmentation du risque de cancer, des choses comme ça. Un dernier exemple est celui de utiliser des édulcorants pour réduire l'indice glycémique. Actuellement, les connaissances sur l'effet à long terme des édulcorants n'est pas encore bien établies, mais il existe des ressources récentes qui montrent que ça aurait des effets sur l'augmentation de risque de certains cancers. Et en plus de ça, apparemment, ça aurait un effet sur la satiété, sur l'appétit, ce qui fait que consommer des édulcorants, qui sont généralement un apport calorique moindre par rapport à un vrai glucide, n'est pas forcément associé à une baisse de poids. Parce que ça peut augmenter l'appétit, ça peut réduire la satiété. La 5e et dernière erreur concerne les sportifs. En général, quand on est sportif, on fait attention à son alimentation. Et puisqu'on est assez renseigné, on sait qu'il faut favoriser les aliments à IG bas. Moi-même, j'en ai fait les frais. Donc je sais de quoi je parle. Je pense que se limiter à une alimentation uniquement avec des IG bas a ses limites. Donc certes, c'est intéressant, mais je vais aborder les différentes limites. D'abord, sur le simple point de vue d'améliorer la performance. Consommer des aliments à indice glycémique modéré à élevé pendant un effort va avoir comme effet d'augmenter les performances. Donc ça reste quelque chose d'intéressant. Souvent, la grande peur des sportifs, c'est de consommer avant le sport des aliments à indice glycémique élevé, ce qui aurait comme conséquence, comme on l'a dit au début de ce podcast, une hypoglycémie réactionnelle. Sauf que dans le cas du sport, ça n'a pas lieu. Parce que quand on fait du sport, notre corps s'adapte, il sécrète différentes hormones, notamment l'adrénaline, qui a elle un effet hyperglycémiant. Donc ça va venir contrer les effets de l'insuline, ce qui fait qu'il n'y aura pas d'hypoglycémie réactionnelle. Également, la consommation d'aliments à IG élevé après le sport peut avoir un bénéfice, notamment sur la restauration des ressources d'énergie en glycogène, qui est meilleure si on consomme des aliments à IG élevé plutôt que de manger des aliments à IG bas. Donc c'est particulièrement intéressant s'il y a peu de pauses entre deux efforts. Par exemple, au cours d'un trail qui a lieu sur plusieurs jours. Ça a également un bénéfice sur la prise de muscle, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais l'insuline, elle a non seulement des effets de réserve sur les glucides, mais également sur les protéines. Donc consommer des aliments à IG élevé après le sport va également augmenter la synthèse de fibres musculaires. Pour finir cet épisode, je voudrais te parler des aliments qui sont à risque de confusion, que moi-même, avec lesquels j'ai fait des erreurs, et du coup je voudrais te les partager. D'abord, la patate douce. La patate douce, on pourrait penser que l'indice glycémique est élevé, puisque elle a un goût assez sucré par rapport à la patate normale. En réalité, la patate douce a un indice glycémique et une charge glycémique inférieure à celle de la pomme de terre. Il y a également des aliments où il y a une présence de sucre qu'on ne soupçonnerait pas, par exemple dans le ketchup, les conserves, où on ajoute du sucre pour améliorer la conservation. Ça, c'est du sucre qui va avoir un effet sur l'indice glycémique de l'aliment. Il y a également les céréales, par exemple les Special K, les Choc-a-Pic. Tout ça, ce sont des céréales qui sont produits à partir d'une méthode qu'on appelle la cuisson-extrusion. Donc c'est une méthode qui utilise à la fois la chaleur et l'effet mécanique pour cuire les aliments. Sauf que
Le problème, c'est que, comme j'ai dit, la gélatinisation, elle est favorisée par la chaleur, mais elle est également favorisée par les mouvements mécaniques. Par exemple, une purée va avoir un indice glycémique plus élevé qu'une pomme de terre cuite à l'eau mais mangée entière. Donc cette technique de cuisson-extrusion, c'est le cocktail parfait pour produire un aliment qui aura un indice glycémique élevé. Donc c'est la même chose pour les biscuits apéritifs par exemple. Un autre élément que je veux mentionner, c'est celui du chocolat. Le chocolat, il est souvent associé à un indice glycémique bas, mais en fait ça c'est seulement vrai pour le chocolat noir, parce que plus le chocolat est riche en cacao, moins il y aura de glucides. Au contraire, du chocolat au lait, il y aura un indice glycémique élevé. Et puis le dernier exemple que je voudrais utiliser, c'est celui du jus de fruits. Alors, d'abord, c'est un fruit. Les fruits ont généralement un indice glycémique modéré à élevé, mais le fait de mixer, utiliser le mouvement mécanique, eh bien ça va détruire toutes les fibres et ça va donc augmenter l'indice glycémique. En plus de ça, c'est pas particulièrement intéressant parce que les micronutriments sont régulièrement perdus à cause de cette technique. Mais voilà, je t'ai exposé tous les aliments auxquels moi j'ai été exposé et j'ai fait l'erreur pour que tu ne fasses pas l'erreur. Pour conclure cet épisode de Nuances et Sciences, nous avons exploré des aspects souvent méconnus de l'indice glycémique, qui est pourtant un concept clé de la compréhension de notre alimentation et de son impact sur notre santé. Rappelle-toi que bien que l'indice glycémique soit un outil utile, il ne doit pas être le seul critère guidant tes choix alimentaires. Une approche plus équilibrée, plus nuancée, qui tient compte de la variété et de la qualité des aliments, reste essentielle pour maintenir une bonne santé. Alors je te remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère que tu repars avec une meilleure compréhension et peut-être même un regard différent sur ce que tu mets dans ton assiette. N'oublie pas de consulter la description pour plus de détails sur les sujets que j'ai abordés aujourd'hui et de participer au quiz. Donc c'est une nouveauté que j'ai décidé de mettre en place. Elle te permettra de tester tes connaissances et d'améliorer ta mémorisation. Pour y accéder, il te suffit d'aller sur mon compte Instagram ou mon compte Facebook, où tu pourras trouver en story du jour ou bien en story à la une, puisque j'aurai enregistré la story de manière permanente, ce QCM et le remplir. Tu pourras également me poser les questions qui te sont venues pendant l'épisode et auxquelles je n'ai pas répondu. Je pourrai y répondre dans des épisodes ultérieurs. Si tu as apprécié cet épisode, pense à t'abonner et à laisser 5 étoiles. Nous nous retrouverons le dernier dimanche du mois prochain, car à partir de maintenant, chaque épisode sortira le dernier dimanche du mois. À la prochaine pour un nouveau voyage au cœur de la science et de la nutrition.